Bonjour à tous, à toutes. Pour l'instant, je vois pas beaucoup. Ah si, je vois quand même quelques hommes. Bonjour. Donc, alors, les objectifs que je voudrais suivre pendant cette conférence, déjà le premier, bien sûr, vous faire rire, si possible. J'ai essayé de modifier euh, le contenu de la conférence depuis l'année dernière pour le rendre beaucoup plus ludique au maximum. Aussi, vous donner un maximum de références humoristiques. Évidemment, ça ne sera jamais exhaustif. Il y a des milliers et des milliers d'humoristes, de références différentes, mais je vais essayer de vous donner le maximum que je connais pour ma part. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des captures d'écran du PDF si vous voulez noter quelques références. Et dans tous les cas, la vidéo sera enregistrée, donc disponible plus tard. C'est pour ça, voilà, je risque de passer très vite sur certains passages, je vous préviens à l'avance. Et la troisième objectif, c'est de vous livrer une petite réflexion sur l'humour voilà, qui peut éventuellement s'appliquer en cours de français. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, je voudrais citer un auteur peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Mickea, Jean-Claude Mickea, qui a écrit L'enseignement de l'ignorance. Et alors, pour résumer, un certain passage qui m'a marqué, quand il parle de l'évolution de la condition de professeur et d'étudiant, il a dit que actuellement, le professeur devient de plus en plus un showman et les étudiants deviennent de plus en plus des spectateurs. Voilà, l'attention des étudiants est de moins en moins facile à capter dans la génération actuelle avec le confort technologique, etc. Donc, l'humour peut être une manière de capter l'attention et éventuellement de faire passer des messages, de faire mémoriser des points de grammaire, de la culture, de donner envie aux étudiants de pratiquer en parallèle. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. On va commencer directement. Je vais vous partager mon PDF. Hop, en zoom si possible. Ah, hop. Voilà, donc ça, on va faire. Déjà, pour commencer, une petite présentation de ma part, pour ceux qui n'ont pas vu la conférence de l'année dernière, qui ne savent pas. Alors, je viens de cette petite ville à l'embouchure du Rhône, qui s'appelle Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui fait partie de la région de Camargue, en Provence. Voilà, comme vous pouvez voir un petit peu photo ici. C'est pour ça que vous l'avez peut-être noté, j'ai cet accent que je peux exagérer maintenant pour vous faire bien entendre, qui est l'accent du sud de Provence et éventuellement de la Côte d'Azur. Un accent très chantant, très fort pour les francophones. C'est pour ça que j'ai décidé de partir sur le premier thème, les accents, puisque dans l'humour, en France, on adore rire, se moquer des différents accents. Et déjà, en commençant par les accents de la France métropolitaine, vous avez en première photo ce qu'on appelle les bobos parisiens. Euh, le cliché, comme vous pouvez voir, des gens en général bien habillés, qui font du vélib sur la place, le Trocadéro, sur la place de la Tour Eiffel, qui parlent un peu comme ça. Francis, est-ce que tu as... Viens, on va boire un cocktail ce soir. Voilà, ça, c'est un petit peu le cliché. Au centre, vous avez les jeunes du Sud, dont je fais partie, qui jouent autour d'une bonne petite pétanque en buvant un pastis ou un pastaga, comme on dit à Marseille, sous le cagnard, le soleil, le cagnard bien chaud. Ensuite,
si on descend en bas à droite, vous avez peut-être déjà reconnu les acteurs du film Bienvenue chez les Ch'tis, qui représentent la région du Nord, l'extrême Nord. Alors pour l'accent ch'ti, ça par contre, je ne sais pas vraiment pas très bien le faire, mais si je m'y essaie un petit peu, là on peut les voir qui mangent une fricadelle enterrage del baraque à frites et c'est très bon pour les chanter, pour la théorie et pour l'esprit. Voilà. Et en haut à droite, alors j'ai pris le cliché du Savoyard, le montagnard de la région des Alpes, qui me permet de faire en même temps une petite connexion avec les Suisses. Alors pour les Suisses, les Savoyards, c'est facile, ils parlent comme ça, c'est monocorde, c'est très propre, c'est très distingué comme les Suisses, qui est un cliché évidemment. La majorité des Suisses vous diront ils n'ont absolument pas cet accent-là. Voilà. Ça, c'est pour la France métropolitaine, mais on a bien sûr la francophonie au sens large sur les différents continents. Donc, je commence déjà à vous donner quelques références. Vous avez Anthony Cavana, par exemple, pour le Canada, Québec, francophone. Vous avez François Damiens pour la Belgique. Vous avez Dieudonné, qui est franco-camerounais. Donc, très bien si vous voulez pratiquer l'accent d'Afrique. Et Jamel Debbouze, qui fait partie de la génération Ramzy Bedia, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, qui ont joué, basé leur sketch en partie aussi sur la culture maghrébine, donc l'Afrique du Nord, avec évidemment l'accent qui va avec, et aussi en jouant sur les incohérences, les différences de grammaire et de langage entre l'arabe et le français. Donc voilà, quelques petites références sur les accents. En parlant d'accent, le plus, en général, le plus marrant, le plus amusant pour les Français, c'est l'accent du Québec. Et pour ça, je vous propose un petit tutoriel. Comment est-ce qu'on peut parler comme un Québécois? Pour ça, je vous donne 2 références sur YouTube. Denise, donc une jeune Québécoise, et littéralement ma prof de français, tout connecté, qui est une réelle prof de français à Québec, qui notamment vous propose des dictées en québécois. Je vous encourage à essayer. Pour ma part, même en étant prof de français francophone natif, je comprends 50% des dictées en québécois. Donc, voilà. Le québécois, comment ça marche? Eh bien déjà, les phonèmes vocaliques, le A final de phrase devient O. Donc, vous diriez « je ne comprends pas », classiquement. Ensuite, on a l'accent à l'américaine qui exagère un petit peu tous les phonèmes, c'est-à-dire que le A accentué devient « ow ». Vous ne dites pas une pâte, mais une pâte. Vous ne dites pas une chose, mais une chose. Vous ne dites pas lundi, mais lundi. Vous ne dites pas enfin, mais enfin. Bon, enfin, moi, j'ai déjà mon accent du Sud, donc ce n'est pas une référence neutre. Vous ne dites pas E, mais AER. Donc, vous ne dites pas à cette heure, mais à cette heure. À cette heure. Le E, le R de finale des mots devient AR. Donc, vous ne dites pas j'aime skier en hiver, mais j'aime skier en hiver. Le wa devient ouais. Donc, moi, moi, toi, toi, etc. Le en final devient en dans les adverbes, franchement. Mais ça, j'avoue, c'est un peu similaire avec l'accent du Sud et l'accent du Nord. C'est possible aussi. Ça marche aussi avec les consonnes. Par exemple, le di et le du deviennent zi-du. Donc, vous ne dites pas dimanche, vous dites dimanche. Vous ne dites pas entendu, vous dites entendu. Similaire pour le ti et le tu, tsu.
Donc, vous ne dites pas Titus, vous dites Titus. Et il y a quelques petites autres subtilités, comme le fait qu'on ne finisse pas le mot en isme, ist. Donc, vous ne dites pas journaliste ou journalisme, vous dites journaliste. Vous ne dites pas professionnalisme, vous dites professionnalisme. Voilà. Et avec tout ça, vous rajoutez évidemment quelques automatismes typiques de l'Amérique du Nord, avec peu d'articulation, beaucoup de contractions, des phrases très, très, très contractées, très, très peu articulées. Des anglicismes, bien sûr, puisque la proximité avec le Canada et les États-Unis font que les Québécois ont un très bon accent anglais. Donc, ils ne vont pas dire, comme en français, un cheeseburger, mais un cheeseburger. Donc, voilà, c'est dans une phrase française, ça peut faire bizarre. On note aussi une inversion du masculin et du féminin pour certains mots, des anglicismes. Par exemple, un toast. Les Français diraient un toast. Les Québécois diraient une toast. Donc ça, bon, petit bonus. Ah, j'ai touché la souris. D'autres réflexes, celui-là est assez, j'aime beaucoup celui-là, le réflexe de rajouter tu, donc tu, pour les questions fermées, oui, non. Donc ça va devient ça va dessus. Voulez-vous un café? Voulez-vous dessus un café? Vous remarquez que ça marche pas uniquement avec tu, mais avec toutes les personnes. Tu comprends-tu ce que je suis en train de dire? Le final des phrases aussi, toujours rajouter un petit la qui se prononce lo. Voilà, donc, et quelques petits mots évidemment d'exclamation comme tabernacle, très très populaire, très cliché, mais réellement utilisé, populaire. Donc, je résume, vous transformez tous les phonèmes vocaliques et ces phonèmes consoniques et vous rajoutez un petit peu tous ces automatismes par-dessus et vous arrivez à faire des phrases assez typiques d'un Québécois. Je vous propose un petit test oral. Je vous dis une phrase en exagérant le québécois et vous me dites si vous comprenez ou pas. Première phrase. Bonsoir à tous. J'aimerais vous dire bienvenue pour être présentement sur ce Stream Master. On comprend. Oui, sans problème ou un peu de problème? Un peu, quand même. Celle-là était facile. Voulez-vous dessus que je vous fasse une petite démonstration là? Oui. Ouais. Allez-y, allez-y, une petite démonstration. Ah, super. Bon, ça va. Je vois que vous avez de bonnes oreilles. Encore une chose, là. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer avec ce mot tabernacle. Non, pas du tout, j'ai bien intéressé. On ne va pas s'ennuyer, mais blablabla, je n'ai pas compris. D'accord. Donc ça, c'était des phrases, on va dire, normales que j'ai adaptées en québécois. Maintenant, je vais vous prendre une phrase que j'ai prise dans la vidéo de dictée française de ma prof de français, en fait, dictée québécoise. Et là, on va monter d'un petit niveau au-dessus. Ouais, ça file pas tant en l'eau. On a viré une brasse hier, je suis le lendemain veille à matin. Je vous la répète. Je vais répéter. Bien sûr. Voulez me épeler, monsieur? Bien, pas de problème. Alors, épeler, ça va être compliqué, mais justement, la difficulté du québécois, c'est l'articulation et elle est très rapide, très mauvaise. Donc, je vous la répète naturellement. Ouais, ça file pas tant en l'eau. On a viré bras aussi hier, je suis lendemain veille à matin. Je vous rassure, j'ai compris 30% la première fois.
je vous donne la traduction, la traduction française. Ouais, ça ne va pas très bien. On a beaucoup bu hier et j'ai la gueule de bois ce matin. Comment dit-on la gueule de bois en québécois? Alors apparemment, je suis, lendemain, veille à matin, ce Mhm. qui grammaticalement en français ne veut pas dire grand-chose, mais apparemment, je suis lendemain veille à matin, ce matin, donc lendemain veille, apparemment. Il faut croire. Ah, il faut Ça, deviner, il faudrait hein. demander à un vrai Québécois pour avoir plus d'explications. Mais voilà, la dictée de ma prof de français est du même tonneau que cette phrase-là. Donc, voilà, si vous voulez vous exercer, je vous invite à essayer. On va passer sur un autre cliché, les Belges. Alors, la moquerie entre les Belges et les Français, ça, c'est une longue histoire qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Mais je voudrais faire quand même un petit hommage, rendre un hommage à l'humour belge, puisque j'ai découvert cette année l'émission, enfin l'année dernière, puisqu'on est déjà en 2023, j'ai oublié, l'émission Le Grand Cactus sur la RTBF, la chaîne belge. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, elle est disponible sur YouTube. Les sketchs sont disponibles sur YouTube. Je vous invite à la regarder. Les chroniques de Walter aussi à la radio, sur Sud Radio en France, ou ses spectacles. J'ai beaucoup aimé. Et une des comédies belges les plus populaires en France, Dickeneck, avec Dickeneck qui signifie... On appelle Dickeneck un homme qui... Comment dire, un peu un frimeur, une personne qui fait le beau. Voilà, je ne sais pas après mieux comment développer ça. Qui roule les épaules. Voilà, c'est ça, qui roule des épaules, qui roule des mécaniques avec les lunettes de soleil, la chaîne en or. On a un peu les mêmes à Marseille d'ailleurs. On peut appeler ça les kékés à Marseille. Avec une phrase, donc je vous ai mis pour chaque diapo une petite citation en général des films. Le personnage ici qui dit je sais bien que je ne peux pas plaire à tout le monde. J'avais encore l'accent québécois par réflexe. Je sais bien que je ne peux pas plaire à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me gêne vraiment. Qui en même temps est une phrase que j'aime beaucoup, donc je vous la donne en cadeau. Les Belges, est-ce que vous savez quel cliché ont les Belges en France? Ah pardon, c'était une question. Ils ne sont pas très intelligents. Voilà, on aime beaucoup plaisanter sur la stupidité des Belges, ce qui est absolument faux, bien sûr. Enfin, pas plus qu'en France, on va dire. Et les Belges plaisantent beaucoup des Français. Sur quel cliché, vous savez? Ils sont hautains. Ouais, arrogant, hautain, etc. Donc, il y a un comique belge qui a dit une fois, vous savez pourquoi le coq représente finalement très bien tous les Français? Parce que c'est le seul oiseau qui est capable de chanter avec les pieds dans la merde. Voilà. Effectivement, donc, une petite vengeance des Belges. Mais bien sûr, on a aussi beaucoup de blagues belges. Par exemple, 2 déménageurs belges dans leur camion donc, de travail, en train de déménager plusieurs meubles, arrivent devant un tunnel, un passage à niveau. Et le panneau de signalisation indique 2 mètres maximum autorisés. Donc le chauffeur dit « Oh là là, dis donc, je suis bien embêté une fois parce qu'il semble bien que le camion fait 1,85 m, 1,85 m, on pourrait dire. » Il demande au passager « Qu'est-ce que tu en penses? J'y vais ou j'y vais pas ?» Alors le passager regarde un peu à droite, à gauche, et il dit « Bon, ben écoute,
Vas-y, de toute façon, je ne vois pas de voiture de police. Hein. Pourquoi tous les marins belges ont coulé en un seul jour? Ils ont eu l'idée d'organiser une journée porte ouverte. Je ne connaissais pas. Celle-là, je vais la garder. De toute façon, elle est enregistrée, donc on la retrouvera sans problème. D'accord, donc vous connaissez déjà bien les clichés belges en France. Mais voilà, j'en profite pour leur rendre un hommage, puisque les Belges sont vraiment des personnes très, très sympathiques. Comme je me suis fâché avec probablement 30% de la francophonie de la planète, on va faire une petite pause humoristique pour faire un peu plus d'étymologie avec le mot humour. Ceux qui ont vu ma conférence l'année dernière savent déjà plus ou moins de quoi je vais parler, mais je répète pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Le mot humour vient du mot humeur. Apparemment, d'après un article que j'ai trouvé, c'est au XVIIIe siècle que humour se détache d'humeur. Et après, entraînera, c'était grâce au théâtre de la période élisabéthienne, je crois, si je me souviens bien. Par la suite, on a eu plein de dérivés, plein de lexiques associés comme lubie, caprice, fantaisie, etc. Ce qui m'a beaucoup intéressé, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'origine en fait du mot humeur, qui vient de humor en latin, qui signifie en fait à la base pas du tout ce qu'on imagine, mais plus liquide, fluide, et donc qui a ensuite tempérament. Alors, quelle connexion entre les fluides, les liquides et les tempéraments? Eh bien, en fait, on associe les 4 tempéraments colérique, phlegmatique, mélancolique et sanguin aux fluides corporels. Le sanguin étant bien sûr le sang, le phlegmatique la lymphe, le mélancolique la bile noire et le colérique la bile jaune. Et c'est autour de ce concept que les médecins antiques comme Hippocrate ont développé donc leur méthode de médecine sur des logiques, on va dire, très brutes parfois, disant que si vous êtes de tempérament sanguin et trop survolté, eh bien la solution, c'est de vous tailler l'artère et de laisser sortir un petit peu de sang. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Je vous laisse être seul juge. Ensuite, je voudrais passer sur les mécanismes de l'humour. Comment ça marche l'humour? C'est un peu un principe de trinité. D'abord, la distanciation, bien sûr, puisque sans distance, sans détachement, on ne peut pas apprécier l'humour. L'humour, c'est l'humour, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas sérieux. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle donc le second degré, etc. Si vous prenez une blague au premier degré, c'est difficile d'en rire. Ensuite, on a la connivence, c'est-à-dire bien sûr le référentiel commun. Pour qu'une blague vous fasse rire, il faut qu'on ait un minimum de culture, de références connectées les uns aux autres. Voilà, si vous ne connaissiez pas le cliché belge, ma blague aurait eu beaucoup moins d'effet. Et ironiquement, le dernier mécanisme, c'est l'incongruité. Donc, c'est une forme un petit peu d'antithèse avec la connivence, c'est-à-dire que dans ce référentiel donc de connivence que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît les règles, on vient y rajouter une touche d'incongruité, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bizarre qui va créer la surprise. C'est un peu comme le triangle du feu, comburant, donc dioxygène par exemple, carburant, charbon, bois, et l'étincelle, la source de chaleur qui va permettre à tout ça de brûler. S'il manque un ingrédient, le feu ne peut pas brûler. C'est le même principe pour l'humour. On peut faire ce parallèle d'ailleurs en classe avec les étudiants. Par exemple, les étudiants doivent avoir l'intention, la connivence, l'intention d'apprendre, l'intention de pratiquer, l'envie. Il y a toujours la distanciation. Ça, j'imagine qu'on peut faire le parallèle avec l'approche où certes le travail du professeur est d'aider l'étudiant, mais ce n'est pas le professeur qui fait le plus gros du travail, c'est l'étudiant. Si l'étudiant ne sort de son rôle d'étudiant, ça risque de ne pas marcher.
Et l'incongruité, j'imagine que c'est justement voilà, la petite motivation, la petite touche que tous les professeurs doivent essayer de trouver pour capter l'attention, entretenir la flamme des étudiants. Voilà. J'en dis pas plus parce que je suis déjà un peu en retard. On va passer à la partie la plus riche en références. Donc voilà, comme d'habitude, on va voyager à travers différents registres d'humour avec quelques références que je vous mets à chaque fois à l'écran. On commence avec ce qu'on appelle l'humour grivois, cru ou l'humour de vestiaire. Il y a d'autres variantes, j'en ai mis que 3. C'est-à-dire l'humour un petit peu parfois sale, mais qui, malgré tout, est très, très, très populaire en France. Évidemment, quand on parle d'humour cru, le premier nom qui vient en France, c'est Jean-Marie Bigard. Voilà. On a aussi, dans les humoristes chez les femmes, on a aussi Blanche Gardin, dont il y a quelques sketchs que je trouve assez crus, mais assez sympathiques. Bien avant ça, on avait les fameuses blagues de l'écho que les gens se passaient dans les villages, voilà, critiques souvent assez sales. Là, j'ai trouvé, c'est l'image la plus propre que j'ai trouvée. Donc, j'ai fait pas mal de recherches pour en trouver une qui soit pas trop horrible à voir. Voilà. Le nouveau concept de cette année, c'est que pour chaque registre d'humour, j'ai essayé d'en dégager le maximum de portraits, puisque le type d'humour peut donner des informations culturelles et également des profils de certaines personnes. Et l'humour cru, l'humour grivois, ça pourrait correspondre à ce qu'on appelle chez nous le bof. Qu'est-ce qu'un bof? Eh bien, vous voyez le cliché, la représentation ici à gauche. C'est un homme en général, même si les femmes peuvent être bofs aussi, mais en général, c'est plus les hommes qui sont plutôt amateurs de bière, de voitures tuning, enfin de bière, d'alcool en général, de voitures tuning, de football, voilà. Donc, c'est vraiment le cliché assez réducteur de la personne qui... Vous avez un exemple de bof dans le film Camping avec l'humoriste Franck Dubosc. Et cette phrase très populaire du film, « Alors, on n'attend pas Patrick ?» que presque tous les Français connaissent. Et Patrick Sébastien, qui est un ancien imitateur humoriste et un organisateur de cabaret, aussi musicien, qui a la réputation d'être une personne assez bof, même si, bizarrement, je trouve qu'il a une dimension aussi assez artistique. Deuxième portrait qui peut se détacher de l'humour cru, de l'humour grivois, c'est ce qu'on appelle le cutéreux, qu'on peut traduire aussi par un paysan, qui souvent représenté comme une personne pas très cultivée, un peu stupide. Ou alors, on a aussi en parallèle l'alcoolique, comme ici dans le sketch des chasseurs, des inconnus, que je vous recommande beaucoup. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, il voit quelque chose qui bouge, il tire. Alors que le bon chasseur, il voit quelque chose qui bouge. Bon, il tire, mais ce n'est pas pareil. Voilà, sketch très, très populaire que je vous laisse voir. Le flic avec Coluche. Malheureusement, la police a été très, 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 très représentée sous la coupe des analphabètes et des alcooliques. Avant, ça marchait bien. Aujourd'hui, dans la situation actuelle en France, malheureusement, on aimerait que la police soit un peu plus... On aurait aimé respecter peut-être un peu plus la police. Ici, vous avez le cliché des deux fermiers, donc des deux cutéreux avec le film La soupe aux choux de Louis de Funès. Et en bonus, j'ai mis Richard Bohringer, qui a la réputation d'être un alcoolique notoire, un peu comme Serge Gainsbourg, qui est toujours sur les plateaux télé, avec un gros problème d'alcool, mais qui a écrit ce livre « C'est beau une ville la nuit », qui est en fait une forme de roman autobiographique, mais contemplatif. Et certaines personnes m'ont dit qu'en fait, il était très, très intéressant à lire si vous l'imaginez
si vous imaginez une personne alcoolisée qui lit Céline. Donc voilà, je l'ai rajouté un petit peu au dernier moment. Je peux vous le recommander, mais je ne l'ai pas lu complètement, donc je ne peux pas vous dire. J'ai lu juste certains extraits. Et certains sont marrants, mais certains sont très, très beaux. On vient sur un exercice de style dont j'avais déjà parlé l'année dernière, qui s'appelle les contrepétries, où l'art de transformer une phrase en une autre phrase complètement grossière en inversant seulement 2 syllabes, 2 phonèmes. Voilà, je vous ai donné les indications pour la première phrase, le che de choix et le d de date. Ceux qui ont déjà un petit peu fait leur devoir l'année dernière ont sûrement déjà remarqué les autres phrases. Je vous le laisse, pareil, en devoir. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Voilà. Ça, je ne vais pas revenir dessus. On a déjà passé pas mal de temps l'année dernière. Un autre registre de l'humour, l'humour qu'on a tendance à qualifier de normal, parce que finalement, c'est le plus fédérateur, c'est celui qui touche, qui met d'accord presque toutes les générations, c'est-à-dire l'humour un petit peu à l'ancienne, traditionnel, de la période Louis de Funès, Pierre Richard. L'humour gaguesque, un petit peu simple, voilà, un gag, et ça marche. Dans les bandes dessinées, je vous recommande, si vous avez des enfants qui veulent étudier le français, par exemple Gaston Lagaffe, une des BD belges d'ailleurs que je recommande le plus. On arrive à un autre portrait qu'on appelle le bon vivant, le gourmet. La personne donc, qui apprécie les bonnes choses, le bon français quelque part, avec cette citation du film Le Dîner de cons qui dit « Il s'appelle juste Leblanc ». Donc son nom c'est Leblanc et c'est juste son prénom. Voilà, que vous connaissez probablement, mais je vous donne quand même la référence pour les quelques personnes qui ne le connaîtraient pas encore. Donc voilà, je vous donne quelques formules propres au bien-être, au savoir-vivre, au bon vivant, l'art de la table, manger à la bonne franquette, donc c'est-à-dire comme dans les bouchons lyonnais, on s'assoit, on rigole, on se sert directement dans le plat, voilà, on ne fait pas d'étiquette. L'esprit franchouillard, pareil, on aime faire la fête, on aime rester bon vivant, on ne se prend pas la tête. Boire un canon, est-ce que vous savez ce qu'est un canon? Un arme à feu. C'est pas faux. Mais C'est un petit verre. oui, un verre de vin rouge en Oui. général. Vous pouvez l'entendre dans le film La soupe aux choux, donc un petit canon, la denrée. Apprécier la bonne chair, la bonne pitance, des synonymes pour bonne chair, bonne pitance. Est-ce que vous Bon savez? repas, bonne nourriture. La bonne nourriture, oui. Bonne pitance, bonne chair. Ripailler, donc voilà, vous avez un bel exemple ici. Ripailler, boire, manger, sans limite. Nouveau portrait, le bon français, avec la citation du film OSS 117, quand une jeune femme, alors c'est en Égypte, je crois, le premier film, qui dit « Ah, vous êtes très français ». Et ouais, l'agent répond « Ah, merci ». Donc évidemment, on retrouve un petit peu le côté arrogant hautain des clichés belges. Quel cliché, comment est représenté le bon français d'après vous? C'est une personne avec un sens d'humour fort développé, oui. Mhm. Dieu.
fort bienveillant, fort galant, oui, avec les manières assez gentilles. Les égoïstes, il fait la cour à toutes les femmes, un peu, non? Effectivement, ça peut. C'est un peu le modèle du personnage de Jean Dujardin dans OSS 117. Ouais. Avec Gérard Jugnot dans Les Bronzés font du ski, on a une autre facette du français. Laquelle plutôt, facette? Râleur. Râleur. Ouais. Les Français là, ont la réputation de se plaindre tout le temps, alors que pourtant, ils ont le plus beau pays du monde, les plus beaux paysages, la meilleure nourriture. Il y a une blague qui dit que quand Dieu a créé le monde en 6 jours, son fils, Jésus, lui a dit, mais regarde, papa, c'est pas du tout juste. Regarde les gens qui habitent dans ce pays, ils ont tout, ils ont le paysage, la nourriture, la mer, l'océan, la température chaude, tempérée. Ce n'est pas juste pour le reste de la planète. Et le jour suivant, Dieu créa les Français. Voilà. Une forme de compensation karmique. J'ai mis aussi l'affiche du film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» qui représente un petit peu le cliché des bons Français, c'est-à-dire le couple blanc catholique, alors que aujourd'hui, évidemment, la France est devenue très, très, très cosmopolite et on a absolument des Français de toute origine, de tout horizon, de toute religion. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Le 1, je n'ai pas vu le numéro 2, mais le 1 est assez sympathique. Petit zoom rapide pour les humoristes qui viennent du cabaret et du cirque. Voilà, Éric Antoine qui mixe son humour avec des tours de magie. Jeff Panaclock qui est un ventriloque très très cru, qui est assez sympa, j'aime beaucoup. Et Charlie et Dino, le couple de burlesque que j'ai regardé toute mon enfance dans le plus grand cabaret du monde sur la télévision française, où il n'y a absolument aucune vulgarité. Donc, c'est l'humour le plus propre et le plus efficace que je connaisse à ce jour. Donc, voilà, vous pouvez trouver leur scène sur YouTube. Je vous le recommande vraiment. Même avec les enfants, ça marche très, très bien. On va rentrer dans un autre registre d'humour, l'humour qu'on appelle fin, sophistiqué, alambiqué, avec le professeur Rollin qui construit ses sketchs de manière très subtile. Ça peut être difficile de trouver l'humour parfois, mais si vous aimez ce style, je vous le recommande vraiment. Et on va parler d'un autre portrait, le troubadour, le barde, avec bien sûr Georges Brassens, qui de mieux pour illustrer ça, qui mélange à la fois humour et langue sophistiquée, avec cette citation « Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente ». Je vous ai mis, pour ceux qui ne connaîtraient pas énormément Georges Brassens, je vous ai mis quelques recommandations de ses musiques, de ses chansons que je trouve les plus drôles, les plus humoristiques. Voilà, Trompette de la renommée, 95%, Le bulletin de santé. Les personnes qui les connaissent savent pourquoi, je les ai notés. Et je vous propose un petit texte à trous de la musique de la chanson Au village sans prétention, mauvaise réputation. Avec la conclusion de chaque couplet, Georges Brassens propose une conclusion. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, bien sûr, ça va de soi. Deuxième couplet, final, tout le monde me montre au doigt, Sauf les manchots. Ça va de soi, bien sûr, sauf les manchots. Tout le monde se rue sur moi. Sauf les cul-de-jatte. Ça va de soi, bien sûr. Et conclusion de la chanson et du dernier couplet,
Tout le monde viendra me voir pendu. Sauf les Sauf aveugles. les aveugles, bien entendu. Bien Pam, pam. entendu. Tout à fait. Bon, voilà, ben, je vois que vous connaissez très bien les classiques. Vous connaissez aussi ces chansons à gauche? Trompette de la renommée, 95%. Oui, oui. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton, etc. Contemplez le gorille, très bien. Vous confirmez? Elles sont drôles? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Eh bien, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, je vous invite à le faire, vraiment. Et un hommage à un autre très grand humoriste que j'ai totalement oublié l'année dernière, et ça, c'est vraiment impardonnable, c'est Raymond DeVos, d'origine belge, qui en plus a fêté ses 100 ans, enfin, il est décédé, mais il aurait eu 100 ans l'année dernière, donc l'année dernière, il y a eu le nouveau hommage pour les 100 ans. Raymond DeVos, qui est dans le style, consiste à jouer sur les mots pour justement changer le sens à l'oral. Je vous ai donné 2 exemples. Le sketch « Qui tu es ?» Un jour, en pleine nuit, je discutais avec mon chromosome en plus, dans ma case en moins. La question me hantait, qui tu es? Donc là, il faut imaginer qu'il parle. À l'oral, vous n'avez pas le texte. Non, pas qui tu es, qui tu es. À la limite, dis-moi qui tu es, je te dirai qui je suis. Mais qui je suis un tueur sensible. Alors, je sors avec mon fusil et je tombe sur le premier venu. Dis, ça te dérange si je te tutoie en le vous voyant, etc. etc. Voilà, je vous laisserai lire ça tranquillement à la maison. Le sketch des postes sous les yeux, le sketch du millefeuille, les chaussures, il y a beaucoup. Tout est disponible sur YouTube. Un très, très bon exercice pour visualiser les doubles sens et les jeux de mots. Et en hommage à Raymond DeVos, j'ai essayé de composer justement quelques petits paragraphes sur le thème d'aujourd'hui en essayant de faire son style au maximum. Et évidemment, j'ai choisi comme premier thème l'humour. Car humour rime avec amour, si tant est qu'on ait une humeur et une âme pour. Le rire est une gemme pour moi, tant j'aime rire. Le sens de l'humour donne du sens à l'amour, je les sens fortement, pourtant ni l'un ni l'autre n'a d'odeur. Comme l'argent d'ailleurs. Ironique au fait, car si les deux sont supposés être des joies gratuites, il reste quand même nécessaire de payer les bons comiques. Quant à l'amour payant, disons que les filles de joie sont moins comiques que chères. Surtout comme l'amour demande donc des sacrifices, car sans dépense, nul ne rit ni ne jouit, mais sans nulle réserve, chacun s'en réjouit, je le pense, par exemple. Et j'en ai même rajouté un petit, puisque malheureusement Raymond DeVos nous a quittés trop tôt, mais s'il avait été toujours vivant aujourd'hui, peut-être aurait-il parlé des concepts modernes comme la sexualité moderne, les non-genrés, qui est un thème très très populaire en Occident. Donc voilà, les non-genrés. Je raconte une petite histoire. Une amie m'annonce qu'à présent, elle est non-genrée. Ma réaction, premièrement, j'en ris, et puis finalement, ça me met en transe. Et oui, comme les oiseaux, je ne peux pas vivre sans elle. Elle ne veut plus que je l'appelle elle, mais yel. Un pronom non binaire qui me place face à un dilemme. Moi qui déteste les choix binaires, c'est ironique. Je lui demande, mais alors, dois-je dire yel est beau ou yel est belle? Elle me répond, eh bien, yel est biel. C'est logique. À ce moment, je ne peux pas m'empêcher de rire et je la vexe. Elle
Elle me dit alors qu'elle refuse de continuer dans cette société retardée et qu'elle veut s'isoler loin de tout en Martinique. Je lui réponds, eh bien voilà une île qui est bien bielle. La Martinique. Donc. Voilà, donc c'est ça. C'est le texte que je viens de vous donner, qui sera disponible donc dans l'enregistrement, juste ici, si vous voulez le récupérer pour plus tard. J'avais fait un petit bonus sur l'ivresse avec ivre rime avec vivre, mais j'ai peur de ne pas trop avoir de temps, donc on va continuer. En parlant des portraits, la comédie est aussi très utile pour critiquer, avec par exemple Molière et ses personnages, Tartuffe qui critique l'hypocrisie, Harpagon l'avarice, évidemment. Molière qui a fêté ses 400 ans l'année dernière, je crois, ou en 2021, je ne suis pas sûr. Donc, petit hommage aussi au passage. Et je voudrais partir sur une petite dérogation, plus vraiment dans l'humour, mais toujours dans les personnages. Le mythe du gentilhomme, qui, dans les œuvres, commence... Alors, en France, le plus vieux qu'on puisse vraiment trouver, c'est la chanson de Roland, en passant après par, bien sûr, les Mousquetaires, Alexandre Dumas, etc., jusqu'à Stendhal. Tout ça pour vous montrer une petite différence entre le gentilhomme qui était le modèle, on va dire, à l'ancienne, et aujourd'hui qui est devenu plutôt le voyou ou la racaille, qui est devenu l'exemple plus d'homme fort. Je vous ai mis en parallèle la joute verbale de Cyrano de Bergerac avec la fameuse tirade du nez, c'est un peu court, jeune homme, on aurait pu dire bien des choses en somme, etc. C'est un croc, un cap, que dis-je, c'est une péninsule, quelques phrases populaires. Et je vous ai mis en parallèle le fameux clash entre deux rappeurs français, Booba et Caris. Voilà, ça pouvait montrer une petite forme d'évolution dans la joute verbale. Je vous laisse chercher les fautes d'orthographe dans le tweet. Mais bon. Ah, voilà. Alors, avant de spoiler, justement, pourquoi je parle d'éloquence et de grammaire? Puisque dans la langue française, il n'y a pas seulement la grammaire, il y a aussi la phonétique, le rythme. Et un humoriste du nom de Sim s'est proposé de reprendre une pièce de théâtre de la comédie française, donc un texte très sérieux, très fort sur le thème de l'amour en plus, et s'est dit, si on supprimait toutes les liaisons, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que le texte serait toujours éloquent et classieux? Alors, je vais juste couper le PowerPoint pour l'instant. Je vous lis cette scène de théâtre sans liaison et je vous laisse voir le résultat. Oh, je voudrais encore vous dire, je vous aime. Je vous fais en tremblant ce fier et doux aveu, car sans hésitation, en ces instants suprêmes, on veut le doux objet dont on est amoureux. Quand on est amoureux, on a en soi deux hommes. Quand on aime, on est fort et on est un enfant. Et oui, ça saute aux yeux. Devant Ève et sa pomme, vous êtes plus enfant qu'un enfant de 10 ans. L'amour vient sans histoire et comme un bon apôtre. Et petit à petit, c'est affreux, il vous a. On délaisse les uns et on oublie les autres. Et on perd ses amis, parfois, quand on en a. Alors, doit-on souffrir, doit-on subir ce maître? Tout homme, pareil-il, souffre de temps en temps, mais mieux vaut éviter, me direz-vous. Peut-être. C'est exact, mon amour, alors allez-vous-en.
Donc, conclusion, est-ce que les liaisons sont importantes? Très importante. Oui. Voilà. Alors ça, pareil, je vais vous donner la référence. La voilà. Vous pouvez retrouver le comédien Sim et sa déclaration sans liaison sur YouTube. C'était dans l'émission radio RTL Les Grosses Têtes, qui existe toujours aujourd'hui, mais avec toutes les personnes ont changé, ce n'est plus la même chose. Et vous avez le texte ici, que vous pouvez utiliser dans vos classes. Souvent, quand mes étudiants commencent à dire est-ce que c'est vraiment important les liaisons, je leur donne ce texte, je leur fais écouter la vidéo et je leur dis alors, est-ce que c'est important? Et en général, ils sont d'accord. Ah zut, trompé de bouton. D'ailleurs, pour la ponctuation aussi, si je dis on va manger les enfants ou on va manger les enfants, vous serez d'accord, c'est quand même ouais. La ponctuation. Une personne disait la grammaire et la ponctuation, c'est comme les sous-vêtements. On n'est pas obligé de les mettre, mais les personnes civilisées le font. Voilà. Ça peut marcher. Alors, pourquoi je vous parlais du mythe du gentilhomme? Eh bien, c'est parce que dans la sphère droite, alors droite, aujourd'hui, droite et gauche, ça ne veut plus dire beaucoup de choses, mais disons qu'il y a des influenceurs qualifiés d'extrême droite qui essaient de redonner de l'importance justement à la culture du gentilhomme. Et malheureusement, comme ils ont été stigmatisés par le facho, etc., les étiquettes classiques, eh bien, ils ont utilisé l'humour pour revenir sur la scène, notamment avec Papacito, qui est un écrivain qui fait aussi des entretiens chocs sur YouTube, avec un style très, très, très cru, mais évidemment humoristique. C'est là où la distanciation est importante, et qui a réussi vraiment à recréer sa notoriété, notamment en participant aussi à ce magazine Furia, qui est un critique politique, un peu de satire, etc. Il est ici d'ailleurs, Papacito. Et en parallèle, vous avez aussi ces auteurs, Julien Rochdy, Baptiste Marché, qui font partie voilà, de la sphère, la nouvelle génération d'influenceurs YouTube qui essaie de faire revenir en France l'idée du gentilhomme, prendre soin de son corps, prendre soin de sa culture, se cultiver, cultiver son corps. Voilà, donc ça peut donner un petit message d'espoir pour l'éducation française. Donc, voilà, je vous laisse regarder vous renseigner sur ces auteurs, sur YouTube ou directement par leurs livres. J'aime beaucoup Julien Rochdy, pour ma part, surtout sa conférence sur la chevalerie. Voilà, quelques petites références comme ça que je vous donne, que vous pourrez retrouver dans l'enregistrement. Georges Brassens, mais aussi Jacques Dutronc, Bobby Lapointe, Richard Bohringer, on en a parlé, Charles Trenet, Charles Gainsbourg pour la musique, mais sinon Raymond DeVos, le professeur Rollin, Pierre Desproges, Stéphane de Groot, Alexandre Astier, ou le dialoguiste Michel Audiard, dont les dialogues dans les films sont vraiment très, très populaires. Voilà, ça c'est juste pour référence. Un petit zoom sur l'humour éducatif aussi, puisque certains professeurs, certains éducateurs utilisent l'humour comme approche. Alexandre Astier, notamment, sur la musique, sur l'histoire, sur beaucoup de choses. Le youtubeur Link the Sun, qui a un nom très anglophone, mais qui est très, très, très attaché à la langue française et qui a proposé plusieurs vidéos sur la philosophie, la culture musicale également, la musique classique, etc., avec un format assez drôle que je vous recommande. Et pour les plus anciens, bien sûr, C'est pas sorcier, un ancien magazine de sciences et découvertes qui utilisait beaucoup l'humour pour intéresser les adolescents à la science, l'histoire, la biologie, etc. Voilà, donc je vous les note ici.
C'est pas sorcier, qui est devenu l'Esprit sorcier maintenant. Bruce Pennaman, une chaîne scientifique. Link the Sun, donc les points culture, ou les 50-50 pour les critiques cinéma, et les critiques littéraires aussi. Astronogeek pour tout ce qui est sciences, astrophysique et physique quantique. Poisson fécond pour beaucoup de thèmes divers. Cachebeu qui fait des cartoons trash avec un style un peu plus cru. Code Reno pour la culture militaire. Donc, bon, ça peut aussi, etc. Voilà, disponible dans l'enregistrement. Petit zoom en même temps, vu que ça se développe de plus en plus en France, je voulais rajouter cette année l'humour abrutissant. Alors, abrutissant, évidemment, ça dépend des points de vue, mais beaucoup de personnes en France sont d'accord pour dire que d'autres influenceurs utilisent l'humour justement pour, pas pour le meilleur pour nos enfants. On a l'émission « Touche pas à mon poste » avec le présentateur Cyril Hanouna qui est devenu en quelques années une des plus grandes personnalités de la télévision, des médias français. Il a des millions de téléspectateurs. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas, je vous laisse faire votre propre opinion en regardant certaine de ces émissions. Beaucoup de personnes pensent que justement, c'est un type d'émission très abrutissante qui justement est mauvaise pour l'éducation des enfants, mais qui, bon, ironiquement, est une des plus populaires et les plus regardées. Et au centre, vous avez les deux influenceurs très, très, très populaires sur YouTube, peut-être parmi les plus populaires en francophone, McFly et Carlito, qui sont en compagnie de Monsieur Emmanuel Macron dans le palais de l'Élysée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette actualité, mais pendant la période Covid, Emmanuel Macron a utilisé l'influence des deux youtubeurs pour justement faire des clips pour les masques, les vaccins, etc. Et les a invités donc à l'Élysée, ce qui a beaucoup frustré certaines personnes, une grande partie des Français. Voilà. La vidéo est disponible sur YouTube, sur la chaîne de McFly et Carlito. Donc, si vous voulez la regarder, vous pourrez voir et vous faire votre propre opinion. Et j'ai mis un autre exemple de Kev Adams, voilà, un jeune homme qui, pour beaucoup de Français, quand je demande autour de moi, ne fait apparemment rire personne et n'est vraiment pas drôle, mais a un succès phénoménal, a fait du cinéma, des films très haut budget. Bon, j'avoue que pour lui, c'est pas une attaque personnelle parce que je ne le connais pas vraiment, mais bon, on va dire qu'il fallait choisir des exemples, donc je n'ai pas été trop forcé de le choisir lui. En parlant d'actualité, j'en profite pour vous donner aussi des références dans le domaine de l'humour et de l'actualité, donc l'humour qui plaisante sur les informations. Voilà, vous avez Brut sur YouTube, qui est une parodie de Brut. Brut, qui est une chaîne sérieuse, on va dire, sur l'actualité. Gaspard Proust, un humour très cynique que personnellement j'aime beaucoup sur les actualités. Les Guignols de l'info, qui ont été stoppés en 2018 parce que apparemment certaines personnes n'appréciaient pas trop leurs critiques. Mais voilà, vous pouvez reconnaître des personnages très populaires. Ici, vous avez notre GG national. Pour les Français, pour les Russes d'ailleurs. Depardieu. Gérard Depardieu. À sa gauche, enfin à sa droite, mais à notre gauche, vous avez le président, l'ex-président de la France, François Hollande, Kim Kardashian, Nicolas Sarkozy, etc., Kanye West. Donc voilà, il y a des chaînes sur YouTube où vous pouvez les revoir. Et évidemment, je ne pouvais pas parler d'actualité et d'humour sans mettre Charlie Hebdo, le journal, le magazine hebdomadaire qui a été très, très populaire, malheureusement, pour des raisons assez tragiques. On y reviendra un peu plus tard. On commence à arriver vers la fin, alors je vais malheureusement accélérer, mais j'avais mis ce que je voulais dire en priorité au début. Donc là,
on est dans la partie qui est moins importante, donc pas de problème. Voilà, quelques citations d'humoristes critiques. Un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien. Et j'arrêterai de faire de la politique quand les politiciens arrêteront de nous faire rire. Voilà les références qui peuvent être associées à l'humour ou à la satire, souvent politique. Donc, les humoristes ici, Gaspard Proust, Les Inconnus, l'émission Groland de Conné Garcia. Pour les magazines, vous avez Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, Monsieur Kitsune qui fait des satires, des dessins satiriques sur Internet. Et sur les émissions plus modernes, vous avez Brut, Je suis pas content TV, Greg Toussaint, qui sont donc 2 humoristes qui ont des spectacles, des one-man shows en parallèle et qui font aussi de l'actualité. Surtout, Je suis pas content, qui a vraiment des interviews, des entretiens de plusieurs heures avec des personnalités assez intéressantes que je vous recommande pour l'humour, mais aussi pour la culture en général. Et on termine avec le point de la censure. Il y a 3 symboles qui ont choqué beaucoup de personnes et qui ont été très polémiques en France. L'ananas, la quenelle, ce geste. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont associés à cet humoriste qui est Dieudonné Mbalambala et qui est l'humoriste le plus controversé peut-être de toute l'histoire de la France, même de la Ve République, en tout cas, c'est sûr. Voilà, accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de haine, antisémitisme, homophobie, à tel point qu'il a été interdit de spectacle et qu'il a été obligé de trouver un système B en transformant un bus en salle de spectacle, puisque un bus, c'est un véhicule, donc vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Voilà, si vous vous intéressez à la censure. Dieudonné qui a annoncé il y a juste 3 semaines qu'il arrêtait sa carrière et qu'il rentrait au Cameroun pour sa retraite. Donc, entre-temps, voilà, apparemment, Dieudonné a décidé de complètement stopper sa carrière et a même écrit une lettre d'excuse. Sincère ou pas, on est encore un petit peu en doute. Mais voilà, donc normalement, Dieudonné devrait avoir définitivement conclu sa carrière. On va voir, c'est peut-être aussi un coup de com'. Voilà, ça c'était le petit bonus. Si on avait plus de temps, je voulais parler un petit peu de le fait que la société française est de plus en plus divisée, et notamment dans l'humour, on voit aussi, puisque voilà, des différents slogans sont venus, je suis Charlie, etc. Mais bon, ça on va passer. Et une petite note d'espoir pour terminer. J'avais mis voilà, l'humour noir qui est souvent critiqué pour être horrible, alors que ça a été utilisé par beaucoup de personnes, comme Pierre Desproges qui a eu un cancer et qui en a ri. Christian Batz, qui malheureusement est né avec des malformations, mais qui a su jouer de ça avec humour et a réussi à transcender sa condition. Romain, un fan de Dieudonné, qui malheureusement a été diagnostiqué d'un cancer phase terminale alors qu'il n'avait juste 20 ans, donc qui bien sûr est mort malheureusement depuis longtemps, mais qui jusqu'au dernier moment a continué à faire de l'humour sur sa condition. Donc voilà, on critique souvent l'humour noir. Je voulais en profiter pour dire que ça peut être un mécanisme de courage très très bon. Et il y a même quelque chose de pire que l'humour noir, c'est l'humour incomplet, puisque rien n'est pire qu'une blague qui n'a pas de chute. Par exemple, est-ce que vous connaissez le point commun entre les hommes politiques et les couches-culottes? Et bien là, par exemple, si je ne vous donne pas de réponse, c'est beaucoup plus frustrant que de l'humour noir, on serait d'accord. Bon, je vous la donne quand même. Eh bien, le point commun, c'est qu'on doit les changer régulièrement et pour la même raison. Donc voilà, conclusion. L'humour, pourquoi
pour regrouper et fédérer, pour inspirer et motiver, pour critiquer et apprendre, pour se protéger et se renforcer, la distanciation, etc. Créer, s'épanouir. Et là, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a une banane. C'est parce que, malheureusement, donc, cette conférence, comme toute chose, a une fin, sauf les bananes qui en ont deux. Voilà. On termine avec une petite blague non polémique, non offensive. Voilà, et si je ne me trompe pas, c'était la dernière. Merci beaucoup. Merci. L'humour à la française, c'est formidable, c'est magnifique. Ah ben, j'espère que vous appréciez et que vous pratiquez d'ailleurs, vous aussi. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, cher monsieur Robin Desjoie, pour cette conférence qui n'a pas été une conférence, mais une merveille. Ah, merci. Moi, j'adore l'humour français, mais parfois j'ai quelques doutes côté registre. Disons que je peux pas dire les mêmes choses face à des personnes de différentes couches sociales, etc. Alors, est-ce qu'il y a quelques concrétisations de l'humour qu'on emploie quand on parle des locuteurs natifs plutôt? Par exemple, le pénible travail des filles du port. Moi, j'ai dit, c'est matelot, boulot, dodo. Voilà. Et aussi un extrait de la Marseillaise un peu contextualisé. Sans larmes, citoyens, chassez tous les couillons, buvons, buvons, qu'un pinard pur abreuve nos sillons. Alors, c'est un peu trop osé peut-être devant quelques personnes? Alors ça, c'est justement une des raisons. Quand on me demande pourquoi je préfère être en Russie qu'en France, souvent les gens sont choqués parce que, je le dis parce qu'en fait, j'aime l'humour, j'aime rigoler et je n'aime pas qu'on me mette des limites. Ah non, tu ne peux pas dire ça, c'est oppressif. Et le problème, c'est qu'en Europe, en Occident, on a de plus en plus de clivages, de blocages comme ça. Vous ne pouvez pas dire ça parce que c'est offensant pour les orientations sexuelles. Vous ne pouvez pas dire ça parce que… Et finalement, je trouve qu'en Russie, on est beaucoup plus libre. Mais en tout cas, sur ce point-là, qui est un des plus importants pour moi. Mais donc, oui, effectivement, il peut y avoir beaucoup de blocages en France. Ça dépend de la personne avec qui vous parlez, mais certaines personnes peuvent être extrêmement strictes sur certains points. Oui. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour la Marseillaise, il y a une version beaucoup plus simple et beaucoup plus directe. Paris, Paris, honte. Voilà. Alors, enfants de confrérie, le jour de boire est arrivé. Contre nous de la pandémie, les salles d'art sont élevées. Bonne journée à vous, messieurs. Merci à vous aussi. Oui, alors merci beaucoup, merci, c'était très intéressant. Mais en fait, ma question, elle est de suite un peu de la question précédente. Est-ce qu'il y a des sujets, notamment en France, dont on ne peut pas se moquer? Donc, vous avez dit que voilà, il y a de plus en plus de sujets, on dirait tabous, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses dont on ne doit pas se rigoler en France? Voilà. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'en théorie, non. En théorie, liberté d'expression. En théorie, tout est possible. Je suis Charlie. On a vu les slogans. Voilà, quand les terroristes ont tué les personnes de Charlie Hebdo, même les politiques, François Hollande, Nicolas Sarkozy, viennent devant la photo pour montrer que non, nous ne céderons pas au terrorisme. Nous continuerons à faire de l'humour, car la liberté d'expression, les droits de l'homme, etc., Marianne. Mais force est de constater avec le cas de Dieudonné, par exemple, ou Jean-Marie Bigard, qui ont eu des problèmes énormes, qui ont été bloqués, beaucoup de maires de différentes villes leur ont refusé leur accès sous la direction du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, à l'époque. Donc, finalement, pour répondre à votre question, officiellement, non, mais concrètement, oui, clairement, déjà, tout ce qui touche aux religions, l'antisémitisme, l'islamophobie, avec les communautés qui se développent en France, c'est de plus en plus compliqué. Et maintenant, avec la communauté, on a les communautés religieuses, mais les communautés aussi sur les orientations sexuelles. Donc, voilà, on est de plus en plus filtré. Donc, finalement, la blague sur la banane avec laquelle j'ai terminé, c'est presque une des seules qui n'a contient aucun risque. D'accord, merci.
Et la particularité nationale, ethnique de l'humour, comment ça se voit en France maintenant? Ou comment comprenez-vous ça? Ouf, l'humour sur les ethnies, ça devient de plus en plus complexe. Alors, bizarrement, pour les Asiatiques, c'est encore très flexible. C'est-à-dire, on peut se moquer des Japonais, des Chinois. Ça, pour l'instant, ça va. C'est bon. C'est pas recommandé, mais ça marche bien. Alors qu'il y a d'autres ethnies, on va dire, où là, de suite, quand on commence à faire des blagues, ça peut très, très vite devenir problématique. D'ailleurs, je vous recommande, si vous vous intéressez un petit peu à la séparation droite-gauche, il y a un écrivain qui habite à Moscou depuis 20 ans, un écrivain français, Xavier Moreau, que vous connaissez peut-être déjà, qui a écrit plusieurs livres, notamment le livre noir de la gauche française, qui parle à un moment, donc bon, corruption, etc., mais à un moment donné, il parle de l'humour qui a été utilisé sur les télévisions françaises pour discréditer en fait l'archétype de la famille chrétienne agricultrice. Donc, en fait, pour que le côté traditionnel devienne ridicule, devienne voilà, des analphabètes stupides, consanguins, incestueux, et pour donner plus d'importance aux personnes de la ville. Et force est de constater que ça a plutôt bien marché parce qu'on a eu beaucoup de sketchs, comme on a vu avec le portrait du cutéreux de l'alcoolique, qui se sont moqués des fermiers, des gens qui habitent dans la campagne, dans les petits villages, et des religieux chrétiens aussi beaucoup. Donc, ça a beaucoup divisé la société française, puisqu'aujourd'hui, la population chrétienne ou rurale, pas nécessairement les deux en même temps, sont très, très fâchés. Car bon, déjà, avec la situation économique, c'est de plus en plus difficile. La délocalisation des entreprises, etc., c'est de plus en plus difficile de vivre à la campagne en France. Et en plus, voilà, avec ce stéréotype qu'on leur a mis sur le dos de personnes débiles, consanguines, ça a créé une forme de scission dans l'unité française, en tout cas, oui. Voilà, donc oui, Xavier Moreau, effectivement, le livre noir de la gauche, je peux vous le recommander aussi. Je crois que je l'ai mis dans mes références, mais Stéphane Edouard n'est pas vraiment un humoriste, mais il fait beaucoup de critiques d'actualité. Et je vous recommande vraiment sa conférence sur les barbares, le livre original d'Alexandro Balico, qui parle justement de l'évolution petit à petit, de la destruction des traditions et l'arrivée de ce nouveau mode de consommation, de cette nouvelle société qui vampirise finalement l'identité, qui détruit, qui déconstruit l'identité personnelle et traditionnelle. Là, j'ai fait un petit parallèle. J'ai vendu un petit peu ma salade à côté. Mais... pas d'autres questions? Oui, une dernière question, si vous permettez. Pas de problème. Si vous dites qu'il y a des blocages, pourquoi Charlie Hebdo existe toujours? C'est insultant, hyper insultant, je dirais, pour tous. C'est pas de l'humour, c'est pas de la satire. Alors, ça connecte un peu avec la question de Olga, finalement. Par exemple, Charlie Hebdo est protégé en fait, à une espèce d'immunité, puisque à cause des attentats, donc du massacre qui a eu lieu, le slogan « Je suis Charlie », en fait, Charlie Hebdo a pu continuer ses parodies, ses stéréotypes sans problème. Donc, eux ont été protégés. Ils sont protégés par, voilà, sous prétexte qu'ils ont connu la mort, etc. Donc, ils n'ont pas de blocage. Par contre, il y a d'autres émissions comme les Guignols de l'info qui ont été complètement supprimées alors qu'ils avaient du succès, mais ils critiquaient beaucoup la mondialisation, les Américains, les sociétés mondiales, le nouvel ordre mondial. Et Dieudonné, voilà, d'autres humoristes tout seuls Donc, quand on parle de blocage, on peut voir que Charlie Hebdo ne reçoit pas beaucoup de blocage. Par contre, d'autres influenceurs comme Papacito, qui a fait un sketch similaire, lui, sa vidéo a été supprimée instantanément et même la police est intervenue et perquisitionnée chez lui. Donc, voilà, pour des vidéos humoristiques, la police peut intervenir, la prison peut même être envisagée.
pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Une petite dernière question, juste pour préciser. Ici, le one-man show, le stand-up est très populaire. Est-ce qu'en France, c'est la même chose ou non? Ils préfèrent plutôt des sketchs, voilà, des monologues préparés, voilà, les trucs improvisés ou en fait qui parlent de leur vie. Alors, pour les jeunes, très jeunes, les enfants, le format podcast moderne sur Internet, très, très court, très, très rapide, très, très flashy. McFly et Carlito sont un bon exemple là-dessus. C'est toujours, on dirait, le cliché de l'enfant hyperactif où il faut toujours agiter les clés. Sinon, s'il y a 2 minutes de silence, il va faire un coma. Ça, c'est beaucoup plus populaire pour les très jeunes. Ensuite, pour la génération intermédiaire, on va dire de 20 ans jusqu'à 50 ans, maintenant, beaucoup d'humoristes qui ont un one-man show font aussi en parallèle des vidéos sur YouTube, sur leur Instagram, tout ça. Donc, pour leur communication, par nécessité, finalement, les humoristes sont devenus aussi des blogueurs. Mais il y a encore, il y a quelques exemples comme Greg Toussaint, que j'ai mis dans ma liste, qui, par exemple, fait aussi des one-man shows comme c'est possible. Il n'a pas beaucoup de budget, donc il appelle voilà, des fans pour savoir s'il peut jouer dans leur garage, un peu comme Dieudonné avec le bus, parce que c'est un humoriste aussi qui va à contre-courant, donc il n'a pas les subventions financières. En France, on a le CNC, le comité du cinéma, je ne sais plus quoi, comité national du cinéma, je crois, qui en fait propose des financements pour des artistes ou des projets artistiques, vidéo, etc. Mais évidemment, comme dans tous les milieux, le jury est composé de certaines personnes qui bénéficient aussi éventuellement de ces financements. Donc, il y a des histoires de corruption puisque voilà, c'est juste un cercle de blogueurs, d'influenceurs entre eux qui financent leur propre travail, et les humoristes ou les personnes un petit peu sensibles, eux, on leur dit non, désolé, mais votre propos ne convient pas aux règles de la plateforme, donc on ne peut pas vous financer. Donc, il y a les gens qui consomment plus des humoristes underground, comme Greg Toussaint, Dieudonné, voilà, dans les bus, dans les garages. Et il y a des personnes qui consomment plus les artistes populaires. Des fois, je suis même un peu surpris parce que je me demande comment il peut y avoir des milliers de spectateurs pour des sketchs qui vraiment... Mais bon, l'humour, c'est chacun les goûts et les couleurs. Robin, à Moscou, il y a un mouvement, un courant comme stand-up. Là, si vous parlez russe, ça vous dit quelque chose. Alors, est-ce qu'en France, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui aiment faire de l'humour, monter sur scène, s'exposer un petit peu, voilà. Est-ce que ça existe? Parce qu'il y a même ceux qui prennent des cours, n'est-ce pas? D'abord, on commence par prendre des cours de stand-up, et puis dans des cafés, etc. Voilà. Donc, on se produit. Est-ce que ça... Ah oui, tout à fait, comme les karaokés, on peut aussi, il y a des cours d'improvisation, de théâtre d'improvisation. Même si vous n'avez aucune expérience dans la comédie, le théâtre, il y a des cafés, oui, je crois, qui organisent ce type. Alors, en France, je n'ai jamais vu ça, mais voilà. je suis sûr qu'à Paris, dans certaines villes, oui, ça probablement. existe aussi, oui, c'est parce qu'à Moscou, c'est En tout cas, les Français, oui, aiment voilà, faire de l'improvisation. Beaucoup de Français aiment jouer la comédie, en tout cas, oui, ça. Un peu moins peut-être maintenant. Beaucoup sont introvertis peut-être, mais il y a toujours une grande partie qui aime. Oui. Une partie. Voilà, merci. En ce qui concerne l'art épigrammatique, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est une forme d'humour, oui. Les épigrammes, comme le style et ça, se développe en France maintenant. C'est le genre qui est en rétro, en décadence. Pour les jeux de mots, vous voulez dire? Les jeux de mots dans le style épigrammatique, les petites épigrammes, voilà. Est-ce que c'est usité dans le contexte d'humour et de satire, non?
En tout cas, je pense que ce n'est plus vraiment populaire de manière générale, mais il y a toujours des amateurs, évidemment, de lettres, de jeux de mots, de grammaire. Donc, il y a une niche d'amateurs, mais je pense qu'effectivement, elle est plus réduite, puisqu'aujourd'hui, on a vu avec le clash, d'un côté Cyrano de Bergerac et d'un côté le clash Boubacaris. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent l'humour direct, plus brutal, plus simple, plus basique. D'ailleurs, quand on voit les résultats de l'éducation nationale en français, évidemment, pour comprendre la grammaire, il faut déjà pouvoir la maîtriser. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup de jeunes en France. Vous pouvez faire le test, essayer de trouver d'ailleurs, si possible, des extraits, des photos de résultats de baccalauréat, de philosophie, de français, d'histoire sur Internet. Je crois que c'est possible d'en trouver quelques-uns. J'avais trouvé un extrait d'un bac de philosophie et regardez le nombre de fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes de syntaxe. À certains moments, vraiment, on se demande si c'est réel ou si c'est une parodie, quelqu'un qui a fait une blague. Parce que quand on voit le nombre de fautes pour des enfants francophones qui sont à 18 ans, qui sont supposés avoir fait tout le cycle d'éducation nationale, ça fait peur. Mais ça peut être un très bon exemple pour vos étudiants. Trouver un texte avec beaucoup de fautes d'éducation nationale et le donner à vos étudiants, ben voilà, pour la semaine prochaine, regardez ce texte et corrigez les fautes. Voilà, et d'où est-ce qu'on peut prendre ces extraits? Sur quel site? Ça serait intéressant, vraiment. Je ne sais pas, parce que je crois qu'en fait, à la base, ce n'est pas autorisé. Les résultats les textes des baccalauréats ne sont pas supposés être visibles au public. Donc, il faut trouver des plateformes qui ont trouvé les moyens de prendre des photos ou alors des professeurs correcteurs qui ont réussi à subtiliser quelques extraits. Mais officiellement, il n'y a pas de site légal, on va dire, de ça. Ah oui, bien dommage. C'est souvent plus facile de trouver un site pour acheter une arme à feu ou de la drogue que ça, par exemple, en France. Et qu'est-ce que vous pensez de Florence Foresti? Florence Foresti, par exemple, elle a joué dans Dickeneck. Dans ce film-là, je l'ai bien aimé. Je n'ai pas regardé beaucoup de ses spectacles. Et je ne me rappelle plus beaucoup. L'avantage de Florence Foresti, c'était que c'était une des premières à être vraiment populaire, donc elle n'a pas trop répété. Après, les autres humoristes femmes qui sont arrivées derrière ont malheureusement un petit peu toujours répété la formule de la femme enceinte, faire la coiffure. Heureusement, comme Florence Foresti était dans les premières, elle est restée quand même assez drôle. Elle a une bonne improvisation. Sur les plateaux télé en direct, en général, je trouve qu'elle a une bonne improvisation. Mais je n'ai pas de sketchs mémorables qui me sont restés en tête. Mais je dirais plutôt plus que moins, en tout cas, pour moi. Dans mon jugement personnel, je l'estime plus que moins. Mais je préfère Blanche Gardin, par exemple. Si. Et par contre, peut-être plus vulgaire, Blanche Gardin. Bon, alors, je pense qu'on va s'arrêter là. On a passé une bonne 1h30 avec un très grand plaisir. Alors, merci beaucoup. Alors, c'était très inspirant, très motivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, merci. Au Au revoir à tous. revoir. Je vous laisse partir en première. Au revoir.